Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions de l'Archipel, présentent Landru, bourreau des cœurs, de Gérard A. Geiger. Lu par Hervé Lavigne. Avant-propos. Il est aisé de falsifier l'histoire à l'insu du public. Il suffit qu'un bruit se répande avec insistance et qu'il prenne l'apparence de la vérité. La rumeur est un bâtisseur de légendes. C'est ainsi que le nom de Landru s'est perpétué dans les mémoires. Henri-Désiré Landru. Plus de 80 ans après son exécution capitale, il défie encore toute concurrence au panthéon du crime. Célébré de son vivant par la presse et par la rue, sa réputation s'est imposée dans l'imagerie collective jusqu'à devenir une référence. À la décharge de l'opinion, il faut reconnaître qu'en affrontant la morale publique et la société de son temps, fort de ses extravagances et de ses inconséquences, il s'était abandonné à toutes les spéculations. S'il ne s'était pas appelé Landru, souligne ironiquement Alphonse Boudard, il ne serait pas entré dans les mémoires. Par le rôle de catalyseur qu'il a joué dans les premières années du XXe siècle et par son art de la représentation, son personnage appartient tout entier au patrimoine français. Cette appropriation collective date de son arrestation, le 12 avril 1919. Les journaux venaient de s'emparer de l'intrigue et quelques jours s'étaient à peine écoulés que toute la France ne parlait déjà plus que des secrets de l'affaire Landru. Les chroniqueurs judiciaires les plus en vue commentèrent chacun les faits et gestes du petit homme au chapeau melon. Et par leur précipitation et leur assiduité, ils contribuèrent à la popularité de celui dont Colette soulignera plus tard l'inquiétant pouvoir de séduction. Il est un personnage du mystère et de l'ombre criminelle, déclarera quant à lui Pierre Macorlan. Il n'en fallait pas davantage pour que ce portrait charge se perpétue au rythme des miroirs déformants qui l'ont reflété, pour qu'il se transforme au fil des circonstances et des besoins, au gré des libertés d'interprétation qui s'attachent aux légendes. En 1933, soit plus de 10 ans après le procès, on prétendit que Landru était toujours vivant, qu'il s'était établi en Argentine et qu'il y fréquentait impunément la bonne société. Des témoins certifièrent qu'il s'agissait de l'homme qu'on aurait dû guillotiner le 25 février 1922 sur le parvis de la prison de Versailles, et qu'il n'en avait rien été. Ce rebondissement fut repris quelque temps par les journaux avant de devenir, en 1989, le sujet d'un roman dont la trame policière s'appuie sur la thèse hautement fantaisiste d'une libération secrète de Landru tout de suite après la levée d'écrou. Or, pendant plusieurs années, cette croyance fit son chemin dans les esprits. L'auteur de ce livre est allemand. Il s'appelle Jürgen Albertz. Et sa réflexion s'appuie sur les déclarations du célèbre clown Charles-Adrien Wettach, plus connu sous le nom de Grock. Les mémoires de ce dernier attestent en effet que Landru se serait trouvé en même temps que lui en Argentine, 4 ans après son inhumation au cimetière des Gonards dans le carré des condamnés à mort. Selon le préfet de police de Buenos Aires, qui aurait corroboré l'information, le bourreau lui aurait substitué un obscur condamné le jour de son exécution, et le gouvernement français lui aurait alloué une rente sur sa caisse noire. Dans sa postface, Albertz déclare « Grock écrit qu'il a tenu sa promesse de ne rien dire de cette affaire, mais son partenaire, Max van Emden, confirme qu'il a raconté assez souvent cette histoire en privé. » Ce récit, particulièrement rocambolesque, tient de la fable. Mais il sera plus tard accrédité par la mystérieuse disparition des dossiers de l'instruction. Pour beaucoup, c'était la preuve que cette affaire relevait de la défense nationale,
comme on l'a périodiquement laissé croire. Entre les deux guerres, on suggéra même que Landru avait peut-être travaillé pour les Allemands. Cette extrême confusion des souvenirs rappelle que de nombreux détails relevés lors de l'instruction, puis au procès, permirent à certains témoins d'en tirer librement parti. Toutes ces preuves ne sont évidemment pas exemptes d'imposture, mais la rumeur se nourrit d'incertitude et profite du doute. Et Dieu sait que le mystère Landru n'a pas manqué d'ensemencer le terreau de sa propre mystification. Peu importe au demeurant que toutes ces extravagances reposent sur quelques possibilités, beaucoup d'hypothèses et des coïncidences historiques, souligne Jürgen Albertz, notamment sur les présomptions de nature politique dont certains journaux se sont fait l'écho dès l'ouverture du procès. Pour certains d'entre eux, Landru était donc moins un traître à sa patrie qu'un agent de la sûreté qui se serait abandonné à quelques escroqueries pour arrondir ses fins de mois. Par ailleurs, fort de son impunité pendant la guerre, il aurait même fini par s'adonner à la traite des Blanches, dont on parlait beaucoup à cette époque. Comme on ne prête qu'aux nantis, on assurait que ses activités l'avaient suffisamment enrichi pour qu'il ait eu les moyens de monnayer son élargissement et d'organiser sa fuite à l'étranger. Le ministère de l'Intérieur, impliqué dans ce trafic, aurait accepté ce marchandage dont les transactions pourraient avoir été menées par sa jeune maîtresse, Fernande Segret. Cette débauche d'imagination prête à sourire. Et personne, bien sûr, n'a jamais accrédité aucun de ces fantasmes. Mais la mémoire collective, qui est prompte à s'enthousiasmer devant sa propre imagination, ses rêves et les délires inconscients qui s'y rattachent, reste pleine de questions sans réponse depuis le verdict, sans preuve, de la cour d'assises de Versailles, prononcé le 30 novembre 1921.